11. Le minutage des itinéraires des uns et des autres n'aurait pas pu être pire. Mellon et Haggerty quittèrent le Falcon après avoir pris 2 bières, passèrent à pied devant le terminus d'autocar et se prirent par la main sans même y penser. Un geste spontané. Il était 10h20. À l'angle de la rue, ils tournèrent à gauche. Le pont des Baisers était à un peu moins d'1 kilomètre en amont et ils avaient l'intention de traverser par le pont de la Grand-Rue, Main Street Bridge, qui était moins pittoresque. La Haken du Skig était à son étillage le plus bas de l'été, 1 mètre d'eau environ, qui contournait paresseusement les piliers de ciment. Quand la voiture arriva à leur hauteur, Steve les avait repérés dès leur sortie du Falcon et s'était mis à jubiler, ils abordaient le pont. « Bloque-les! Bloque-les !» cria Webby Garton. Les 2 hommes venaient de passer sous un lampadaire, et il avait remarqué qu'ils se tenaient par la main, ce qui l'avait mis en rage. Mais pas autant que le chapeau. La grande fleur de papier s'inclinait stupidement de ci, de là. « Bloque-les, nom de Dieu !» Ce que fit Steve. Chris Unwin nia avoir participé activement à ce qui suivit. Mais ce ne fut pas ce que raconta Don Haggerty. D'après lui, Garton bondit de la voiture avant même qu'elle ne fût arrêtée, rapidement suivie par les 2 autres. Échange verbal, mais du genre mauvais. Il n'y eut ni désinvolture ni fausse coquetterie de la part d'Adrian, conscient qu'ils étaient dans de très mauvais draps ce soir-là. « Donne-moi ce chapeau, » dit Garton. « Donne-le-moi, pédé !»« Tu nous laisseras tranquilles si je te le donne ?» Adrian haletait de peur et regardait tour à tour Unwin, Debay et Garton, les larmes aux yeux, l'air terrifié. « Donne-le-moi, bordel !» Adrian le lui tendit. Garton sortit un cran d'arrêt de la poche de son jean et le réduisit en morceaux qu'il frotta contre le fond de son pantalon. Puis il les laissa tomber et les piétina. Don Haggerty profita de ce que l'attention du groupe se concentrait sur Adrian et le chapeau pour s'éloigner un peu, à la recherche d'un flic, d'après ce qu'il déclara. « Maintenant, vas-tu nous laisser » commença Adrian Mellon, mais Garton le frappa au visage à cet instant-là, l'expédiant contre le garde-fou à hauteur de taille du pont. Adrian hurla et porta les mains à la bouche. Du sang se mit à couler entre ses doigts. « Aide !» cria Haggerty, qui revint en courant. Debay lui fit un croche-pied. Il s'étala, et Garton, d'un coup de botte à l'estomac, l'envoya rouler du trottoir dans la rue. Une voiture passa. Se redressant sur les genoux, Haggerty hurla un appel. Elle ne ralentit pas. Le conducteur, dit-il à Gardiner et Reeves, ne tourna même pas la tête. « La ferme, pédé !» Debay accompagna son ordre d'un coup de pied à la mâchoire. À demi inconscient, Haggerty s'effondra sur le rebord du caniveau. Un moment plus tard, il entendit une voix, celle de Chris Unwin, qui lui disait de se barrer avant de connaître le même sort que son petit copain. Cet avertissement apparut aussi dans la déposition d'Unwin. Haggerty entendait des coups sourds et les hurlements de son amant. Adrian était comme un gibier piégé, dit-il à la police. Haggerty rampa jusqu'au carrefour et vers le terminus brillamment éclairé, mais se retourna à un moment donné pour regarder. Adrian Mellon, qui mesurait moins d'1,70 m et devait faire tout au plus 60 kilos tout mouillé, servait de punching ball à Garton, Debay et Unwin, dans une sorte de jeu à 3. Son corps avait les sursauts désarticulés d'une poupée de chiffon. Il le frappait, le rouait de coups, déchirait ses vêtements. Ses cheveux lui retombaient sur les yeux. Le sang qui coulait de sa bouche imbibait sa chemise. Garton cogna à l'aine pendant que Haggerty regardait. Webby portait 2 lourdes bagues à la main droite. L'une était celle du collège de Derry, l'autre venait du cours de travaux pratiques et était son œuvre. Les initiales entrelacées qui l'ornaient, D, B, étaient celles d'un groupe de hard qu'il admirait particulièrement, les Dead Bugs. Les bagues avaient ouvert la lèvre supérieure d'Adrian et cassé 3 dents au ras de la gencive. « Au secours !» s'égosilla Haggerty. « Au secours, ils sont en train de le tuer ! Au secours !» Noir, secret, les immeubles de Main Street formaient une masse compacte. Personne ne se dérangea, pas même depuis cet îlot de lumière que constituait le terminus. Haggerty n'arrivait pas à le concevoir. Des gens s'y trouvaient. Il les avait vus en passant devant avec Adrian. Aucun d'eux ne viendrait donc à leur aide. Aucun. « Au secours !
Ils vont le tuer, au secours, je vous en supplie, pour l'amour de Dieu! À l'aide! Murmura avec un fou rire une toute petite voix à la gauche de Don. On le balance? Vociférait maintenant Garton avec de grands éclats de rire. Tous les trois, dit Haggerty à Gardner et Reeves, n'avaient cessé de rire, tout en rouant Adrian de coups. On le balance par-dessus bord? Par-dessus bord, par-dessus bord, chantonnait Dubay. À l'aide! Fit de nouveau la petite voix, toujours pouffant. On aurait dit celle d'un enfant qui ne peut se retenir. Haggerty baissa les yeux et vit le clown. Et c'est à partir de cet instant que le récit de Don perdit toute crédibilité aux yeux de Gardner et Reeves, car la suite était une véritable histoire de fou. Plus tard, cependant, Gardner se posa des questions. Quand il découvrit que le jeune Unwin avait également vu un clown, ou croyait en avoir vu un, il se demanda s'il n'y avait pas là quelque chose. Mais son collègue, apparemment, ne se posa pas de questions, ou tout du moins n'en parla pas. Le clown, d'après Haggerty, tenait à la fois de Ronald McDonald et de Bozo, le clown de la télé. Ce fut ce qui lui vint en premier lieu à l'esprit, à cause des deux touffes hirsutes de cheveux orange. Mais en y repensant, il dut admettre que le clown ne ressemblait ni à l'un ni à l'autre. Le sourire peint sur le masque blanc était rouge et non orange, et les yeux avaient un étrange reflet argenté. Des lentilles de contact, peut-être, mais quelque chose en lui restait persuadé que ce reflet argenté était la véritable couleur de ses yeux. Le clown était habillé d'un ample vêtement avec des gros pompons orange en guise de boutons, et portait des gants de dessin animé. « Si tu as besoin d'aide, Don, dit le clown, aide-toi d'un de ces ballons. » Et il lui tendit ceux qu'il tenait à la main. « Il flotte, reprit le clown. En bas, nous flottons tous. Dans pas longtemps, ton ami va flotter lui aussi. » 12. Ce clown t'a appelé par ton nom, fit Jeff Reeves d'un ton parfaitement neutre. Par-dessus la tête inclinée de Don, il adressa un clin d'œil à Gardner. « Oui, dit Haggerty sans lever les yeux. Je sais ce que vous pensez. 13. Donc, vous l'avez balancé par-dessus bord, dit Boutillier. Pas moi, protesta Unwin en relevant la tête. Il chassa les cheveux qu'il avait devant les yeux d'une main et regarda les flics d'un air implorant. Quand j'ai compris qu'il voulait vraiment le faire, j'ai essayé d'entraîner Steve parce que je savais que le type risquait d'être massacré. Il y avait bien 3 mètres jusqu'à la flotte. Pas 3, 7. L'un des hommes de Raidmacher avait pris soin de mesurer la hauteur. Mais on aurait dit qu'il était cinglé, ils n'arrêtaient pas de crier tous les deux, par-dessus bord, par-dessus bord. Ils l'ont attrapé, Webby par les bras, Steve par le fond du pantalon et... 14. Lorsque Don Haggerty comprit ce qu'il voulait faire, il revint précipitamment vers eux en hurlant à plein poumon. « Non! Non! Non !» Chris Unwin le repoussa violemment et Haggerty alla atterrir sur le trottoir dans un bruit de dents qui s'entrechoquaient. « Tu veux passer par-dessus bord toi aussi ?» siffla Chris entre ses dents. « Tu files, mignonne !» Les deux autres lancèrent à ce moment-là Adrian Mellon par-dessus le garde-fou. Haggerty entendit le plouf qu'il fit en touchant l'eau. « Partons-nous d'ici !» lança Steve avant de repartir avec Webby vers la voiture. Chris Unwin alla regarder par-dessus le garde-fou. Il aperçut tout d'abord Haggerty qui avançait vers la berge, encombré d'ordures au milieu des herbes, titubant et perdant l'équilibre à chaque instant. Puis, le clown. D'un seul bras, le clown se mit à tirer Adrian vers l'autre rive, sans lâcher les ballons qu'il tenait de l'autre main. Adrian dégoulinait, s'étouffait, gémissait. Le clown leva la tête et sourit à Chris. Chris dit qu'il vit ses yeux qui brillaient comme de l'argent et ses dents, grandes et énormes, comme celles d'un lion de cirque, ajouta-t-il. Vraiment grosses comme ça. Puis le clown tira sur l'un des bras de Mellon, l'amenant à hauteur de visage.
Et alors, Chris? Demanda Boutillier. Cette partie du récit lui cassait les pieds, comme les contes de fées depuis ses 8 ans. Je sais pas. Steve m'a attrapé à ce moment-là et m'a tiré vers la voiture, mais je crois qu'il l'a mordu au creux du bras. Il leva de nouveau les yeux, l'expression incertaine. Je crois que c'est ce qu'il a fait. Qu'il l'a mordu au bras comme s'il voulait le bouffer, les mecs. Comme s'il voulait lui bouffer le cœur. 15. Non, affirma Haggerty quand on lui présenta la version de Chris sous forme de question. Le clown n'a pas tiré Adrian jusqu'à l'autre rive. Ce n'était pas ce qu'il avait vu. Mais il admettait qu'arrivé à ce stade, il était loin d'être un observateur impartial. À ce stade, il s'était senti devenir fou. Le clown, selon lui, se tenait sur la berge opposée, le corps d'Adrian dégoulinant, d'eau, de sang, entre les bras. Le bras droit du malheureux passait, raide, derrière la tête du clown, et la tête du clown se trouvait bien dans le creux de ce bras, mais il ne le mordait pas. Il souriait. Haggerty maintenait l'avoir vu sourire. Les bras du clown s'étaient tendus, et Don avait entendu les côtes craquer. Adrian hurla. « Viens flotter avec nous, Don !» fit le clown de sa grande bouche écarlate et souriante. Puis il montra le dessous du pont d'une de ses mains gantées de blanc. Des ballons flottaient, prisonniers de l'arche. Non pas une douzaine, ou une douzaine de douzaines, mais par milliers, rouges, bleus, verts et jaunes, et sur tous on pouvait lire « J'aime Derry ». 16. Ça fait tout de même un joli paquet de ballons, fit Reeves en adressant un autre coup d'œil à Gardner. Je sais ce que vous pensez, répéta Haggerty du même ton lugubre. Tu as bien vu ces ballons? Fit Gardner. Lentement, Haggerty leva les mains à la hauteur des yeux. Aussi clairement que je vois mes propres doigts en ce moment. Des milliers. On ne pouvait même plus voir le dessous du pont, il y en avait trop. Ils ondulaient un peu et s'agitaient plus ou moins de haut en bas. Ça faisait un bruit, un curieux bruit grinçant. Ils frottaient les uns contre les autres. Et les ficelles, une vraie forêt de ficelles blanches qui pendaient. On aurait dit des fils de toile d'araignée. Le clown a emporté Adrian là-dessous. J'ai vu son costume qui effleurait les fils blancs. Aid râlait horriblement, comme s'il étouffait. J'ai voulu aller l'aider, et le clown m'a regardé. J'ai vu ses yeux, et j'ai tout de suite compris à qui j'avais affaire. « Et à qui, Don ?» demanda doucement Gardner. « À Derry, à cette ville. Et qu'est-ce que tu as fait alors ?»« Je me suis enfui, pardi, espèce d'abruti !» fit Haggerty en éclatant en sanglots. 17. Harold Gardner resta en paix avec lui-même jusqu'au 13 novembre, la veille du jour où John Garton et Steve DeBay devaient comparaître devant le tribunal de Derry pour le meurtre d'Adrian Mellon. Il alla voir Tom Boutillier pour lui parler du clown. Boutillier ne voulait pas revenir là-dessus. Mais quand il se rendit compte que Gardner risquait de faire des bêtises s'il n'avait pas un petit entretien, il y fut bien forcé. Il n'y avait pas de clown, Harold. Les seuls clowns, cette nuit-là, c'étaient les 3 gosses. Tu le sais aussi bien que moi. Nous avons 2 témoins. Foutaise. Unwin a décidé de nous faire le coup du manchot dès qu'il a compris qu'il avait mis les pieds dans une affaire qui sentait mauvais. Quant à Haggerty, il était hystérique. Il était là, impuissant, alors que ces 3 mômes massacraient son meilleur ami. Je suis surpris qu'il n'ait pas vu de soucoupe volante. Mais Boutillier n'était pas parfaitement convaincu. Gardner le comprenait à son regard, et la manière dont le juge d'instruction cherchait à noyer le poisson l'irritait. « Allons, dit-il, il s'agit de témoins indépendants. Ne me monte pas le bourrichon. »« Ah, tu crois que je te monte le bourrichon? Imaginerais-tu par hasard qu'il y avait vraiment un clown vampire planqué sous Main Street Bridge? Pour moi, c'est ça, se monter le bourrichon. Non, pas exactement, mais ou encore croire à cette histoire d'1 milliard de ballons qu'aurait vu Haggerty sous le pont,
chacun portant la même inscription que celle qui figurait sur le chapeau de son amant. Ça aussi, c'est se monter le bourrichon. Vu comme ça, évidemment. Alors, pourquoi te mettre martel en tête avec ça? Arrête un peu le contre-interrogatoire, veux-tu? Rugit Gardner. Tous les deux ont décrit la même chose, et aucun des deux ne savait ce que l'autre disait. Boutillier était jusqu'ici resté assis à son bureau, jouant avec un crayon. Il le déposa, se leva, et se dirigea vers Gardner. Ce dernier avait beau faire 12 centimètres de plus, il recula d'un pas devant la colère de l'autre. « Tiendrais-tu à perdre cette affaire, Harold ?»« Non, bien sûr, mais voudrais-tu que ces petites ordures se promènent en liberté ?»« Non, bon, parfait. Puisque nous sommes tous les deux d'accord sur l'essentiel, je vais te dire le fond de ma pensée. Oui, il y avait peut-être bien un homme sous le pont ce soir-là, peut-être bien habillé en clown, même si, après tout ce que j'ai vu en matière de témoignage, il ne s'agissait sans doute que d'un clochard avec des frusques de récupération. Je crois qu'il était en bas à la recherche de pièces de monnaie ou de restes de bouffe, la moitié d'un hamburger jeté par quelqu'un, ou les miettes au fond d'un sachet de frites. Ce sont leurs yeux qui ont fait le reste, Harold. N'est-ce pas vraisemblable? Je ne sais pas, avoua Harold. Il ne demandait qu'à se laisser convaincre, mais étant donné la similitude des deux témoignages, non, ce n'était pas vraisemblable. Et le fond de ma pensée, le voici. Je me fiche de savoir s'il s'agissait de Kinko le clown, d'un type déguisé en oncle Sam sur échasse, ou d'Hubert le joyeux pédé. Si nous en parlons dans cette affaire, leur avocat va se jeter dessus comme la vérole sur le bas clergé. Il racontera que ces deux agneaux innocents bien propres, dans leur costume neuf, n'ont fait que jeter Mellon par-dessus le pont en manière de plaisanterie. Il fera remarquer qu'il était encore vivant après sa chute, grâce au témoignage d'Unwin et surtout de Haggerty. Je l'entends d'ici. Bien sûr que non, mes clients n'ont pas commis le meurtre. C'était un cinglé en costard de clown. Si on en parle, c'est ce qui va se passer, et tu le sais aussi bien que moi. Unwin va en parler, lui. Mais Haggerty, non, remarqua Boutillier. Il a compris, lui. Et sans Haggerty, qui croira Unwin? Il y a nous, fit Gardner avec une amertume qui le surprit lui-même. Mais je suppose que nous ne dirons rien. Oh, arrête de me pomper, rugit Boutillier. Ils l'ont tué, ils ne se sont pas contentés de le foutre à l'eau. Garton avait un cran d'arrêt, Mellon a été frappé à 7 reprises, y compris une fois au poumon gauche et 2 aux testicules. Les blessures correspondent à la lame. Il a eu 4 côtes brisées, le travail de Debay quand il l'a serré dans ses bras. D'accord, il a été mordu au bras, à la joue gauche, au cou. Ça, c'est Unwin et Garton, à mon avis, même si nous n'avons qu'une seule empreinte assez claire, mais qui ne le sera pas assez aux yeux de la cour. Et enfin, il y a tout le morceau manquant au bras. Et après, l'un des deux adorait mordre, c'est tout. Je parie pour Garton, même si nous ne pourrons jamais le prouver. Et j'oubliais le lobe de l'oreille gauche de Mellon, disparu aussi. Boutillier s'arrêta, fusillant Harold du regard. Si nous nous empêtrons dans cette histoire de clown, jamais nous n'aurons leur peau. C'est ce que tu veux? Non, je t'ai dit. Ce type était une tante, mais il ne faisait de mal à personne, reprit Boutillier. Et voilà qu'arrivent ces 3 pieds nickelés avec leurs bottes de mécano, qui le tuent pour se marrer. Je vais les foutre au placard, mon vieux, et si jamais j'entends dire qu'ils se sont fait baiser leur petit trou du cul à Thomaston par les grands, je leur enverrai des cartes postales avec dessus « J'espère qu'il avait le sida ». Quelle fougue, pensa Gardner. Et ces condamnations feront un excellent effet sur tes tablettes quand tu te présenteras au poste de procureur dans 2 ans. Mais il partit sans rien ajouter, car lui aussi voulait les voir à l'ombre. 18. John Weber Garton fut déclaré coupable de meurtre et condamné à une peine de 10 à 20 ans de réclusion à passer dans la prison d'État de Thomaston. Stephen Bischoff Dubey fut déclaré également coupable de meurtre et condamné à 15 ans de réclusion à la prison d'État de Shawshank. Mineur, Christopher Philip Unwin eut droit à un procès séparé. Déclaré coupable d'homicide involontaire, on le condamna à 6 mois avec sursis au centre de rééducation pour mineurs de South Windham.
Pour l'instant, les 3 condamnations sont en appel. On peut voir à peu près tout le temps Garton et Debay en train de mater les filles ou de jouer à lancer des piécettes dans Bassey Park, non loin de l'endroit où l'on a retrouvé le corps déchiqueté d'Adrian Mellon, qui flottait, arrêté par l'un des piliers de Main Street Bridge. Don Haggerty et Chris Unwin ont quitté la ville. Lors du procès principal, celui de Garton et Debay, personne